Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu écrit et audio freelance et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast LALEA, le podcast qui valorise la prise de risque et la sortie de zone de confort. Chaque semaine, retrouvez un ou une invitée qui a un jour osé. Qu'il soit artiste, entrepreneur, blogueur, sportif, l'objectif de ce podcast est de mettre en lumière leur cheminement professionnel ou personnel, leur trajectoire et leurs secrets. Si le challenge, le développement personnel ou les histoires inspirantes vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, vous pouvez parler du podcast à un proche ayant besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Enfin, vous pouvez partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Perrine Bonafos, créatrice des Confettis, un média haut en couleur valorisant les différents modes de vie féminins. Ensemble, nous avons parlé de son parcours fait de nombreuses sorties de zone de confort. Le lancement de son Side Project, un magazine papier à une époque 100% digitalisée, ou encore sa collection de livres pour enfants qu'elle écrit et auto-édite. Je retiens 3 leçons de cet épisode que nous pouvons collectivement appliquer à nos projets respectifs. Rester fidèle à son projet initial dans la durée est la clé de la réussite. L'aspect financier ne doit pas être le moteur numéro 1 du lancement de son side project et il est nécessaire de faire confiance à son intuition. Hello Perrine. Bonjour. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui sur le podcast pour parler de tes sorties de zone de confort professionnelle. Perrine, tu es la fondatrice de la revue Les Confettis qui met en avant les femmes qui osent et plus récemment de la collection de livres pour enfants qui raconte les femmes inspirantes. Ma question, elle est très simple. Quel est ton dernier coup de cœur pour une femme ou celle que tu admires le plus aujourd'hui ? On commence pas par la question la plus facile. Je trouve que c'est super dur de répondre par une personne en particulier. Je pense que de manière générale, les femmes que j'admire sont souvent des artistes parce que c'est un univers qui m'intéresse et puis je trouve que voilà, du coup, ça marque des différences. Après, je pense aussi surtout à des femmes libres et je pourrais te dire concrètement peut-être Garance Doré parce qu'elle a inventé son métier. Elle se renouvelle sans cesse parce que finalement, je trouve que c'est elle qui a ouvert la voie à toute cette vague de blogging, de médias d'aujourd'hui et qu'elle a complètement réinventé cet univers après l'influence et aujourd'hui elle fait presque marche arrière dans une autre approche de la communauté avec quelque chose de plus intimiste, refermé. Je trouve que c'est un beau modèle et je trouve qu'elle ose aussi parler de ses vulnérabilités ou de ses difficultés. Je trouve que ça m'inspire en tout cas. Garance, moi aussi, je l'adore. Elle parle aussi beaucoup de sa vie intime. C'est très agréable de la suivre. Toi, je te connais parce que donc tu as créé la revue Les Confettis, mais est-ce que tu peux te présenter avec d'autres éléments ?
Je dirais d'abord que je suis maman de 2 enfants, qu'en effet j'ai monté une revue et plus récemment des livres, mais que mon activité en fait c'est la direction artistique et aujourd'hui aussi éditoriale parce que je réalise en fait des objets imprimés, alors principalement des magazines, voilà, et qu'en fait j'ai aussi une activité d'agence sur laquelle je communique moins, mais finalement c'est celle qui me prend aussi beaucoup de temps. On va en parler justement, mais d'abord on va faire un retour en arrière pour connaître la petite Perrine. Quelle petite fille étais-tu et quels étaient tes rêves? J'ai toujours quand même été attirée par l'univers de la création et en tout cas, je pense au dessin parce que depuis toute petite, je dessine et d'ailleurs, voilà, c'était une activité en parallèle de l'école, voilà, dès l'enfance. Mes rêves, c'était de pouvoir vivre de ma passion. Je me suis toujours dit que c'était chouette de pouvoir avoir un métier passion. Ça m'a pas quittée. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers le graphisme par la suite, parce que ça me permettait de continuer cette passion pour le dessin, mais en le rapprochant et en tirant un trait vers un métier, parce qu'il y avait cette notion un peu de concret avec enfin, voilà, un pied dans la vie réelle et dans le monde du travail. C'était pas seulement un doux rêve de devenir artiste, ça je l'ai jamais imaginé, mais du coup le graphisme faisait le pont entre rêve et réalité un peu. Finalement, je trouve ça vachement intéressant parce que c'était une passion que tu avais enfant et aujourd'hui tu es dans une carrière artistique finalement. Donc je trouve ça génial que tu n'aies pas perdu cette passion et que tu n'aies pas perdu tes rêves. Beaucoup, en effet, même que j'ai reçu sur le podcast, ils oublient leurs rêves d'enfant pour faire quelque chose qui n'a rien à voir et ils y reviennent en fait après, par exemple, un coaching pour se connaître mieux. Toi, comment justement tu as découvert le graphisme et le dessin? Est-ce que par exemple c'est tes parents qui t'ont initié à ça? Alors, je pense pas. Je pense que c'était quelque chose que j'avais par goût, comme beaucoup d'enfants ont, et qu'en fait, ils m'ont plutôt accompagnée dans ce goût-là en peut-être m'aidant à le cultiver. Donc, du coup, via des cours de dessin voilà, pour se perfectionner, pour poursuivre, j'aimais bien aussi parce qu'on avait des cours d'histoire de l'art déjà, donc ça enrichissait un petit peu, voilà, mes connaissances petite fille. Ils m'ont toujours accompagnée dans mes passions, donc ça c'est super et ça a jamais été un frein. Ils m'avaient même eux proposé à un moment donné d'embrasser une carrière artistique, enfin une formation plutôt artistique plus tôt, mais c'est moi qui avais voulu en gros enfin le garder au rang de hobby au début et puis plutôt y penser après le bac quoi. Donc voilà, après je pense que finalement c'est plus aujourd'hui enfin le dessin ça me paraît très loin. D'ailleurs, j'ai complètement arrêté, j'ai l'impression même que j'ai régressé, je saurais même rien dessiner, j'ai l'impression. Mais mais c'est plutôt en fait ça a aiguisé un regard et c'est ça que je pense continuer à cultiver aujourd'hui avec mon métier voilà, comme comme comment dire, comme poursuite de cette passion. Tu sais que c'est une grande chance que tes parents t'aient accompagné. Beaucoup de parents, ils préfèrent la voie généraliste. Moi, mes parents, par exemple, ils ont voulu que je Ouais, fasse c'est une école de nickel. commerce parce que ça menait à toutes les voies. Ils avaient un peu peur. Moi, j'étais par exemple passionnée de théâtre. Ils voulaient pas du tout que je fasse une école de théâtre. Donc, c'est super en fait qu'ils t'aient encouragé à suivre cette voie. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'ailleurs, tes parents? Alors, je pense que c'est parce que ils ont quand même une fibre artistique, même s'ils le sont pas de métier. Mais mon père, il est médecin et il est complètement passionné par ça. Il est aussi, en fait, il a presque un double métier, mais c'est pas professionnel, mais il est pianiste de jazz et il y consacre énormément de temps. Et c'est vrai que plus petit, il a eu un moment à faire le choix par rapport à ses activités. Il avait dû arrêter le piano parce qu'il pouvait pas tout faire et il avait choisi enfin, il y avait le rugby qu'il avait gardé d'autres choses, mais je pense que du coup c'est parce que voilà ils sont passionnés et du coup ils ont voilà ils avaient ça en tête et ils l'ont accompagné et après aussi parce que je voulais pas non plus enfin je me suis jamais dit je vais devenir artiste, on avait quand même en tête d'en faire un métier et en fait eux comme moi on s'est comment dire renseigné sur les débouchés euh, qui pouvaient exister parce qu'on n'avait pas autour de nous en fait de référents par rapport à des métiers de création. Parce qu'il faut dire aussi que je viens de Montpellier, je suis pas dans un environnement artistique où je trouve que c'est quand même déjà plus peut-être facile. Alors c'est peut-être assez faux ce que je dis, mais à Paris, en tout cas aujourd'hui pour moi c'est plus facile de côtoyer de la création que ce ne l'était à Montpellier à ce moment-là.
Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a questionné un petit peu autour de nous et que finalement, il y avait du coup cette école Penningen qui revenait quand même souvent en référence et en caution parce que à l'époque, il y avait quand même les grandes agences de pub recrutaient souvent des diplômés de cette école. Donc il y avait ça, il y avait du coup cette aura qui faisait quand même rêver. Il y avait cette comment dire caution un peu qui rassurait aussi du coup mes parents. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé ensemble visiter l'école à l'occasion des portes ouvertes. Et c'est là où ça a été un coup de cœur en fait aussi bien pour moi que pour eux de voir comme ça les travaux des élèves exposés. On s'est dit ah génial, si dans un an t'arrives à faire ça, c'est trop bien. Et puis comme il n'y avait pas de barrière à l'entrée, enfin de niveau du moins, on considérait qu'en gros on venait avec juste ses envies et qu'on allait tout apprendre pendant le cursus, voilà, il suffisait en gros de mettre de la motivation. Et par contre, j'étais bien préparée psychologiquement que ça allait être une école difficile parce que beaucoup abandonnent d'eux-mêmes. Ça fait un peu une sorte de chômage naturel, mais du coup, voilà. Mais en fait, j'ai adoré ces années et je trouvais que voilà, si ça avait pu durer même plus longtemps, ça aurait été bien. Voilà, c'était 5 ans. En quoi, du coup, consistait cette école? À quoi, en fait, ceux qui nous écouteraient et qui voudraient faire cette école ou conseiller cette école pour leurs enfants, à quoi on s'attend quand on y rentre? Ouais. Alors en fait, c'est une école qui, en fait, il y a deux branches. Il y a l'architecture d'intérieur et le graphisme, communication visuelle, on va dire. Finalement, c'est une école avec un enseignement assez généraliste. Alors aujourd'hui, il est beaucoup plus, je pense, digital qu'il n'était, voilà, à mon époque entre guillemets. Mais en fait, c'est plutôt en fait, je trouve que c'est plutôt nous apprendre à avoir un regard, à former un regard critique, parce que, en fait, ce que j'adore particulièrement avec cette école, c'est que à la sortie, en fait, avec un bagage commun, on a quand même au fil des années cultivé un peu chacun nos propres goûts et nos intérêts, parce que sur un même sujet, chacun va répondre un peu différemment, c'est-à-dire euh, admettons, on me pose une question sur la beauté, et ben moi, je vais choisir par rapport à mes goûts d'en faire une réponse par un magazine, mais quelqu'un d'autre pourra faire un clip vidéo, d'autres une animation, un dessin animé. En fait, on n'était pas contraints dans nos écritures, en fait. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les gens de ma promo, par exemple, on a tous des métiers totalement différents. On a eu le même enseignement, mais certains sont photographes, d'autres artistes, donc d'autres, enfin, dans la pub, je veux dire, on a des voies et des débouchés assez ouverts. Donc c'est ça voilà, qui me plaît aussi, quoi. Ah, c'est super ça. Et l'école, tu Voilà. dirais qu'elle est à la hauteur de sa réputation? Oui, alors après, elle a évolué. Aujourd'hui, la direction a aussi changé. Il y a des orientations voilà, qui sont plus forcément les mêmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elle a quand même pris un axe un peu plus branding et un peu plus peut-être pub. Il y a une dimension peut-être un peu moins ouverte dans les écritures artistiques. Après, voilà, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais voilà, il y a quand même des évolutions qui se sont faites. Donc, suite à cette école, tu as tout de suite voulu travailler? Alors en fait, alors à la sortie de l'école, en fait, on a un petit, c'est presque un micro salon qu'ils organisent. C'est comme des journées de portes ouvertes, mais à destination des professionnels. En fait, on présente notre diplôme de fin d'études qu'on a réalisé sur 3 mois, qui est une sorte de mini-thèse sur un sujet qu'on a complètement choisi et qu'on exprime comme on veut, encore une fois, dans sa forme et sa technique. Et là, en fait, c'est aussi l'occasion de se créer un petit réseau de professionnels. Alors nous-mêmes, on peut choisir en tant qu'étudiant d'inviter des gens qu'on a envie de rencontrer, ou il y a aussi des gens qui ont l'habitude de venir chaque année en prospection, ou voilà, enfin selon leur métier. Et donc c'est là aussi où on se fait des premiers contacts d'embauche et souvent, voilà, il y a déjà des pistes qui se font. Moi, je me souviens, j'avais quelques entre guillemets, des touches, voilà, suite à enfin, ces journées-là. J'avais pris le temps de la réflexion quand même de l'été après pour un peu ne pas se précipiter sur la première opportunité parce que c'est vrai que c'est rassurant de se dire c'est bon en septembre j'ai un boulot mais en même temps c'était peut-être pas forcément le boulot voilà qui nous faisait le plus rêver. Moi je me souviens avoir refusé quelques trucs et que mes parents ils étaient un peu ah bon mais t'es sûr tu peux te prendre enfin le luxe de refuser et puis il y avait voilà d'autres choses qui sont venues ensuite et voilà donc heureusement voilà, heureusement, ça m'a donné raison, mais bon, on sait jamais, quoi. Il y en a quand même très souvent, la plupart font 1 ou 2 années en agence de publicité,
avant, après, s'orienter vers quelque chose qui les corresponde plus. Et moi, en fait, j'ai été sollicitée par un photographe qui avait une agence de presse et aussi un magazine qui en fait est un magazine de rugby, mais avec un regard photographique un peu à la photo de mode. Ça s'appelait Actrice de rugby. Et du coup, ça m'a amené dans le print, qui était vraiment ce qui m'intéressait. Ça m'a amené dans l'univers du rugby que je connaissais à titre personnel par rapport à voilà, mon histoire et ma famille. Et c'était une petite équipe. Et je me suis sentie en famille. C'était génial. J'y suis restée au moins 5 ans. Ça a démarré comme ça, en fait, mon activité de freelance, parce que j'étais freelance pour eux, alors que c'était pas du tout entre guillemets un statut que j'avais envisagé de prendre, parce que pour moi c'était l'équivalent d'un réseau, du démarchage, alors que là finalement pas du tout. C'était juste un statut professionnel, mais j'avais pas à démarcher parce qu'il y avait ce client-là. Voilà, sauf qu'on avait une sorte de récurrence et de régularité entre nous, mais c'est vrai que ça ne prenait pas tout mon temps. Donc au début, ça me permettait d'avoir un équilibre un peu sympa. Finalement, plus ça allait, plus ça s'est rempli par d'autres projets, mais qui sont venus de même par la suite, quoi. Et comme j'avais déjà ce statut, bah finalement, j'ai pu me permettre d'ajouter d'autres missions, d'autres projets en parallèle. Et justement, tu as aimé être en freelance juste après, du coup, la sortie de l'école. Quels étaient les avantages pour toi ? Oui, j'ai bien aimé parce que justement, j'ai pas l'impression d'avoir subi ce statut et d'en être prisonnière à devoir en fait démarcher, le fait de pas avoir de visibilité qui peut être la grosse contrainte de ce statut. Le fait que ce soit un magazine, en fait, c'est aussi une activité qui a de la récurrence. Alors, il sortait tous les 2 mois, donc c'était pas non plus très soutenu, mais entre-temps, on avait souvent des petites publications, un peu de brand content ou des collaborations avec des marques de sport qu'on faisait, donc il y avait aussi d'autres projets en parallèle. Donc j'avais entre guillemets de la visibilité et je pouvais me projeter quand même, donc c'était rassurant. Et puis c'est vrai que du coup les choses sont venues naturellement et ça a toujours été un peu comme ça pour moi. Alors je sais pas quelle est la part de chance et de de choses qui sont voilà provoquées ou pas, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, le fait d'être dans cette petite équipe, dans cette rédaction, c'est comme ça que j'ai appris mon métier d'aujourd'hui, et c'est comme ça que en fait j'ai pu découvrir tout l'univers d'une rédaction, la création d'un magazine, parce qu'en étant dans une petite équipe, ça permet tout de suite de sortir de son cadre de mission, parce que en fait, on fait toujours un peu plus que ce pourquoi on a été embauché. Ça permet, en plus, c'est pas cloisonné, les services sont pas cloisonnés, on faisait des réunions tous ensemble, on était tous dans la même pièce, donc forcément on a vite une connaissance un peu globale du secteur, donc c'est super. Ça m'a permis aussi de me faire un réseau de pigistes, de photographes, de retoucheurs, de journalistes. C'était vraiment en fait, la construction de mon métier d'aujourd'hui, elle s'est faite dès mon premier emploi, quoi. Et les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui sont encore souvent des gens avec qui j'ai été amenée à collaborer dans ces premières missions. Donc c'est une histoire qui se poursuit. Justement, on va parler du lancement des confettis. Je t'ai connue, moi, lors de ce lancement, mais je me souviens même plus quand est-ce que c'était, parce que je suis perdue tellement le temps passe vite. J'aimerais savoir dans quel contexte tu as lancé donc cette partie agence et le magazine. C'était en 2016. En fait, l'agence, ce que je dis agence aujourd'hui, c'est mon activité de freelance qui a évolué. Et aujourd'hui, j'ai un statut de société, c'est pour ça. Mais c'est que la continuité, c'est la même chose par rapport à mon activité de démarrage. Donc, au début, j'étais juste directrice artistique sur des magazines, et c'est-à-dire je réalisais tout l'aspect visuel, la mise en page, les gabarits. Très souvent, c'est des créations de titres, donc c'était intéressant de faire toute la création de l'identité visuelle, mais c'était des titres indépendants, donc parfois ça marchait, il durait un certain temps, parfois au bout de 2-3 numéros, ça se crachait, ça s'arrêtait. Mais comme souvent un journaliste se trouvait dans une nouvelle rédaction ou remontait un projet, ça nous amenait en fait ce petit noyau de contributeurs, collaborateurs à toujours se faire entre guillemets se solliciter les uns les autres pour des projets. Donc ça, c'est intéressant. Au bout d'un moment, ça m'a amené à faire des magazines dans des secteurs très variés. Donc j'ai démarré dans le sport, j'ai fait des choses en high-tech, pas mal quand même de magazines sur des thématiques plutôt masculines. Donc c'est ce qui m'a, je pense, aussi donner envie d'exprimer une part plus féminine.
mais que j'ai d'abord exprimé par en fait un blog. En fait, c'était juste pour partager des coups de cœur et pas du tout avec une ambition professionnelle, mais un espace de partage, voilà, qui correspondait à cette période où il y avait de plus en plus de blogs et de webzines. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce à quoi j'ai donné le nom de Confetti. Donc c'est pour ça que le nom vient de là. Et en fait, il est super ce nom, il est très fort en fait. Comment il est venu? Bah, c'est une discussion avec Pierre, mon compagnon. En fait, c'était parce que je voulais déjà mettre en avant la notion de pluralité. Alors là, c'est plutôt dans les sujets proposés. Il y avait aussi bien des bonnes adresses, des découvertes artistiques, des coups de cœur de créatrices. Donc c'était voilà la notion de pluriel. Pour moi, la notion de couleur, c'était important. Et aussi le côté léger, festif. Donc voilà, ce mot est venu comme ça en fait en disant ce que je voulais dire, il est apparu dans une discussion avec Pierre. Donc voilà, et je trouve qu'aujourd'hui c'est en tout cas toujours le même fondement. Donc c'est vrai que il me plaît toujours autant. Et pour en revenir sur la question de l'activité, en fait c'est tout simplement parce que tous ces boulots ou ces missions, ces projets de magazine notamment, ils sont venus à moi parce qu'on m'a sollicité par rapport à un réseau et en fait j'ai eu l'impression que j'avais jamais choisi mon activité professionnelle, juste le premier le premier, mais ensuite c'est toujours venu à moi, donc je me suis dit c'est super, hein, j'ai vraiment conscience de ma chance et je trouve que j'ai de la chance, mais par contre je me dis je subis un peu, est-ce que je peux pas orienter mes choix? Et donc, c'est un peu à ce moment-là que je me suis posé des questions. Est-ce que je suis vraiment satisfaite des réalisations que j'ai faites? Est-ce que je voudrais pas un peu me réorienter? Et du coup, cette envie d'avoir un titre qui me corresponde complètement, c'est comme ça qu'elle s'est formalisée. Et en fait, au niveau timing, ça correspond aussi à l'arrivée de mon premier enfant, où je pense que c'est un peu un moment de déclic, en tout cas de remise en question. Voilà, j'ai pas changé mon activité professionnelle, mais je me suis ajouté un projet personnel qui fait le lien avec mon activité professionnelle, si je peux dire. Donc voilà, c'était ça. Et l'idée de ce magazine papier, finalement, elle est arrivée rapidement? Non, c'est qu'en fait, elle a mis un petit peu de temps à s'emmuler. Au début, je pensais que j'allais... En fait, je savais pas très bien comment j'allais pouvoir affirmer ce que je voulais dire, un projet qui me corresponde. Et puis, en fait, en couchant un peu sur papier toutes mes idées, c'est comme si après, en prenant un peu de recul, je me suis dit, mais j'avais même pas réalisé qu'en fait, c'était un magazine. Donc, finalement, c'est évident et c'était sous mon nez. C'était un peu dur de se l'avouer parce que ça fait quand même un peu peur. C'est ambitieux, je trouve, comme projet. Et je me voyais pas forcément me lancer dans un gros projet comme ça. Mais après, je me suis dit, l'ambition, on la met où on veut. Déjà, s'il existe, en soi, c'est réussi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Et je l'ai concrétisé en faisant un article justement sur le webzine, en disant que voilà, j'allais maintenant passer également au papier et que du coup, en faisant cet article, ça m'obligeait, en fait, j'avais un devoir de résultat parce que je l'avais annoncé publiquement en ligne, quoi, sur un article. Donc voilà. Maintenant, c'était concret, c'était plus juste de l'ordre de l'idée, ça devenait un projet. Ouais, c'est vachement intéressant parce que parfois, en fait, le fait d'annoncer fait qu'on peut plus reculer. En fait, certains font ça. Toi, comment tu as déterminé ton positionnement, car il en existe énormément? Ça correspond quand même à un moment donné où il y avait de plus en plus de publications de type MOOC, comme on le décrit là aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y en avait sur d'autres thématiques et du coup moi je me suis mise sur le féminin. Alors c'est un peu une violence pour moi au début, je n'osais pas trop parce que je trouvais que féminin ça avait cette connotation superficielle, léger, alors que je le voyais pas comme ça, mais ça s'est fait assez naturellement. Comme je voulais pas que ce soit conso ou shopping, et que c'était plutôt de l'ordre du sujet un peu intemporel, ça a pris la forme d'un objet plutôt qualitatif, plus proche du livre que du magazine. Je savais que j'allais pas aller sur une distribution classique en kiosque, etc. parce que tout de suite c'était des investissements et en temps et en argent bien supérieurs. Donc du coup, en fait, ça s'est un petit peu défini seul et ça me semblait plus facile à gérer pour une activité en parallèle. Je pense que je voulais le semestriel, ça me rassurait dans sa régularité, c'était pas à sortir tous les mois tout de suite. Voilà, j'avais l'impression que j'avançais step by step. Et comment s'est passé le lancement du magazine?
En fait, il a fallu déjà. En fait, j'ai le souvenir que la phase de lancement et communication était aussi longue et aussi intense que la phase de création du premier numéro. Parce que quand je les fait, c'était un petit peu en parallèle les deux. Ça s'est chevauché, bien que j'avais déjà quand même avancé pas mal sur la création du premier numéro. Mais il a fallu du coup créer un logo, il a fallu créer des gabarits de pages, donc ce sont ce qu'on appelle des pages types pour la couverture, pour les ouvertures de rubriques, pour les sujets d'interview, pour les sujets sur un autre format. Travailler le format du numéro. Moi, depuis le début, je savais que je voulais quelque chose de l'ordre du petit format parce que je le voyais vraiment comme un compagnon au quotidien pour les femmes. Et donc, du coup, je voulais qu'il soit pas encombrant, pas comme ces grands magazines qu'on est obligé de rouler pour les porter, mais plutôt quelque chose qu'on puisse glisser facilement dans le sac à main. Donc, c'est comme ça que le format s'est imposé. Voilà, c'était en fait la création, pour revenir sur l'aspect plus création visuelle et identité, je l'ai fait un peu comme une mood board, c'est-à-dire que j'ai collecté les typos que j'aimais bien, les couleurs que j'aimais bien, les styles de mise en page. Après, j'ai tout ramené à mon format, mon sujet. J'ai fait des tests, en fait, pour chaque sujet. J'ai fait des tests en mise en page. Voilà. Mais comme j'aurais fait pour n'importe quel autre projet, même si c'était pas le mien, je veux dire pour la création d'un magazine, quoi. Au début, en fait, je l'ai lancé via une plateforme de crowdfunding, donc c'était sur KissKissBankBank. Donc déjà, finalement, le lancement, c'était comment dire, c'était une somme pour pouvoir assurer la sortie d'un premier numéro. Ensuite, on a fait une remise en main propre par rapport à nos contributeurs. J'ai mis en place un petit module de vente en ligne sur le site, et donc c'était essentiellement de la vente en ligne. Après, j'ai commencé à démarcher un par un des points de vente qui me semblaient correspondre, des concept stores, des librairies. C'est vraiment une construction artisanale. Après, au numéro 2, je me suis, comment dire, payé le luxe d'un petit distributeur sur Paris qui, lui, avait, entre guillemets, les meilleurs concept stores, les librairies, enfin, les endroits un peu de renommée. Donc, ça m'a permis de passer un cran. Et puis, petit à petit, j'en ai passé d'autres après en prenant aussi les relais et maisons de la presse. Voilà, c'est une sorte de ciblage que j'ai fait progressivement. Maintenant, on va parler de ton contenu, de ton identité. Comment tu distingues la version digitale et papier ? Alors, le journal en ligne et la revue papier sont pas du tout pareils en termes de contenu. Sur la revue, on est sur en fait, on est sur des rubriques type. En fait, seules les rubriques sont récurrentes à chaque numéro et en fait, elles sont issues de l'acrostiche confetti. Donc, on a C comme culture, on a O comme originalité, N comme network, F comme famille, on a entreprise, tendance, temps, invitation et société. Donc ça, ce sont nos rubriques dans lesquelles on va en fait mettre en avant des personnalités différentes par numéro, une ou plusieurs selon les rubriques. Et puis, ces personnalités, elles abordent avec nous plutôt leur mode de vie, leur démarche, comment elles se sont lancées. C'est plutôt dans leur cheminement et dans leur façon en fait de se réaliser elles-mêmes. En fait, c'est ça qu'elles abordent avec nous sur la revue papier. Alors que sur le site aujourd'hui, on a des sujets aussi des talents et des démarches, ou parfois des focus un peu plus sur des produits, mais ce sont des sujets plus courts déjà, parce que sur le papier, on peut se permettre de développer un sujet sur 4, 6, 8, 10, 12 pages parfois. Alors que sur le site, évidemment, on va pas faire des articles trop longs parce qu'on voudrait pas scroller des heures, et aussi parce qu'on peut se permettre de faire des liens vers leur site, vers enfin voilà, tous les intérêts du digital, du coup, de renvoyer avec des liens concrets. Donc, on peut aussi être un peu plus en lien avec l'actualité. Donc, c'est une lecture complémentaire, je dirais. Et comment tu trouves l'inspiration pour trouver toujours des nouveaux sujets ? En fait, on collecte en continu des idées de sujets où on nous en propose aussi un petit peu de manière régulière. Moi, je les organise par rapport à nos rubriques, et en fait, je m'y replonge quelques temps avant de se lancer dans la réalisation d'un numéro. Et après, je pense qu'on s'écoute beaucoup parce que évidemment, en fait, le contenu de la revue, il évolue avec nos goûts, avec l'époque dans laquelle on est, les préoccupations du moment. Donc,
c'est de l'ordre de l'intuition et du feeling. J'avoue que je fais aussi ce projet pour me faire plaisir. Donc, moi, je choisis les sujets par coup de cœur. Et c'est vrai que je l'ai aussi, on se coordonne, c'est-à-dire que je les propose aussi à l'équipe. Et si entre nous, on est toutes emballées par un sujet, une personnalité, on le lance, quoi. Voilà. À quel moment tu as senti que ça marchait? Je sais que ça sans doute graduel et progressif, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit il se passe quelque chose, mon projet fonctionne? Je pense que ça a mis 2 ans un petit peu à ce que je puisse me dire que ça pouvait, en tout cas, continuer et être en tout cas non pas en négatif mais peut-être en positif. Alors en fait c'est aussi quelque chose qui a pu prendre son temps parce que je me suis pas lancée avec l'objectif d'en vivre. Donc ça a toujours été un à côté et en fait c'est parce que j'ai continué mon activité en parallèle avec la création via l'agence que ce projet a pu en fait prendre le temps d'éclore et encore aujourd'hui c'est un équilibre que j'ai avec les deux, même les trois maintenant avec les livres, mais du coup pour moi c'est grâce à ça a permis de s'offrir du temps, de pas aussi peut-être prendre des décisions par question budgétaire et du coup voilà, le fait de moi, je me rémunère pas sur la revue et en fait, je comptabilise pas non plus mon temps. Donc voilà, dans son résultat d'activité, voilà, c'est à prendre en compte. Je pense que le moment pour moi de déclic, de me dire là, ça y est, quand même, enfin, il y a comment dire, une sorte de caution qui se fait, c'est quand j'ai eu des annonceurs qui s'engageaient à l'année. Je pense à Chanel qui nous suit depuis le début et qui voilà, c'est un accompagnement dans le temps et c'est des choses voilà, qui donnent confiance un peu dans le projet, quoi. Justement, est-ce que tu peux me parler aujourd'hui de toutes tes sources de revenus? Sur la revue, ça reste assez simple. On a 2 à 3 pages d'annonces dans le numéro, donc c'est pas beaucoup parce qu'on a un magazine de 200 pages. Donc il y a en effet ces annonceurs qui nous permettent de gérer l'impression et les contributeurs. Et après, c'est la vente au numéro. Donc c'est ça le business model de la revue. Lancer un magazine papier, ça peut être finalement compliqué aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas eu envie en fait de lancer des produits digitaux en complément? En fait, on me l'a souvent posé, mais pour moi, elle s'est pas posée. C'est-à-dire que en fait, je suis tellement attirée par l'objet et en fait, c'est ça ma satisfaction, c'est d'avoir un vrai objet physique qui existe, qu'on prend en main, qu'on sent, qu'on conserve, qu'on collectionne, que je me verrais pas remplacer ça par quelque chose d'éphémère ou de totalement digital. Alors ça pourrait être quelque chose de complémentaire, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de me diversifier par obligation ou par besoin d'être présent sur tous les supports. Le podcast, on me l'a très souvent proposé, mais j'aurais pas. En fait, je me sentirais pas légitime sur le sujet. Je vois pas comment j'apporterais quelque chose d'autre. Et puis, en fait, vraiment, ça ne collerait pas avec mon envie d'avoir un visuel en complément, en fait, du propos. En fait, je conçois tous mes projets dans le fond comme dans la forme. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est quand le moment où en fait on se plonge dans la lecture que ce soit d'un livre, d'un magazine, je trouve que en soi, c'est déjà un beau moment parce que c'est du temps personnel qu'on s'offre, c'est du temps pour soi. Et du coup, je trouve que déjà, ça veut dire qu'on crée une bulle de bien-être. Donc ça, je trouve que c'est un moment à cultiver, j'aime bien. Alors que je trouve que quand on écoute un podcast, c'est pas du coup péjoratif non plus, hein, c'est juste que je trouve on peut faire autre chose en même temps. Donc c'est un avantage pour, on va dire, accéder à de l'information, se nourrir. Mais moi, j'aime bien justement, c'est un peu cette approche slow life. J'aime bien que justement, on soit pas sursollicité par quelque chose en même temps, quoi. Donc voilà, souvent on a enfin je veux dire au quotidien, parfois on a notre ordi, à côté on a notre téléphone, on écoute un truc en même temps. Enfin je trouve que on a un petit peu cumulé un peu tout en même temps et je trouve que le livre ou la lecture permet ce recul-là. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît. J'ai envie de cultiver quoi, et encore plus aujourd'hui. Quelles sont les grandes étapes du lancement de chaque magazine? Déjà, il y a toute l'élaboration d'un chemin de fer. Donc, en fait, c'est sa structure, c'est un peu le squelette d'un numéro. Donc, c'est un petit fichier. Chez moi, c'est un petit fichier Excel qui correspond à toutes les petites pages
du magazine et dans lesquels on indique le contenu qu'on va faire. Donc en fait, en général, il se construit au fur et à mesure. On n'a pas défini l'ensemble des sujets avant de démarrer. Il y en a certains qu'on lance en premier, puis ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a ça. En parallèle, dès qu'on a défini des sujets, on les lance, c'est-à-dire qu'on contacte la personnalité, on convient avec elle d'un rendez-vous physique ou à distance, ça dépend où elle se trouve. On fait un interview, parfois aussi un shooting. Voilà, après on passe à la retranscription, à la correction. Je travaille avec un correcteur aussi pour les textes. Et ensuite, quand j'ai rassemblé le texte et les images, je passe à la mise en page. Pour l'instant, c'est encore moi qui garde aussi la mise en page parce que quand je choisis un sujet, je le conçois aussi visuellement par rapport au nombre de pages que je vais lui donner, par rapport à l'encombrement du texte, à la respiration que je vais donner aux photos, à la présence du blanc. Donc voilà, donc je passe en mise en page en parallèle et quand j'ai une rubrique complète, je l'envoie à nouveau en relecture, cette fois mis en page. Et on assemble comme ça nos différentes rubriques. Ensuite, on travaille toutes les images pour les retoucher avant l'impression. Ensuite, on envoie tous nos PDF assemblés à l'imprimeur pour l'impression. Voilà. Et après, on reçoit tout ça dans nos petits cartons, on reçoit des palettes et on passe à la phase manutention. Parce que c'est aussi très lourd, tous ces magazines à porter et il y a tout cet à côté qu'on voit pas, mais bon, voilà. Et donc, tu as une petite équipe qui bosse avec toi. Quel est finalement, toi, ton rôle dans l'aventure Les Confettis ? Ça reste encore le côté un peu chef d'orchestre. Je suis aussi bien sur la rédaction. Je donne le go pour les sujets. Il y a certains sujets qui sont faits entièrement par Emma, d'autres par moi, d'autres qu'on fait ensemble. D'autres on passe des commandes aussi à des contributeurs extérieurs ou d'autres personnes qui parfois nous soumettent des sujets qu'on valide et du coup c'est elles qui les réalisent. Donc ça c'est sur l'aspect plus journalistique et sur toute la mise en page pour l'instant c'est toujours moi qui l'a fait. Donc voilà, je dirais que c'est un travail là c'est surtout en binôme avec Emma et nos photographes et nos journalistes sur la partie vraiment magazine. À ton avis, qu'est-ce qui fait que le magazine plaît autant aujourd'hui et trouve finalement son lectorat ? Alors, je pense que ce qui peut parler à nos lectrices aujourd'hui, c'est qu'elles voient qu'en fait, il n'y a pas de carrière type et aussi que la réussite et l'ambition de chacune, elle se définit, qu'on a toutes des rêves ou des objectifs différents et plus ou moins hauts et que en fait, c'est OK de s'affirmer comme ça, de définir son projet, d'oser se lancer parce que à un moment donné, il faut donner une impulsion et s'écouter parce que du coup, c'est ce qui permet d'être aligné au quotidien. Ce qu'elles aiment aussi, c'est la diversité des profils présentés. On n'est pas en fait uniquement sur justement des réussites de carrière professionnelle. On est aussi sur des dimensions artistiques, sur des carrières plus engagées, parfois des démarches qui n'ont rien à voir avec l'ordre professionnel. Donc c'est ça qu'elles aiment, c'est aussi de l'inspiration, c'est pas forcément une lecture qu'on fait parce qu'on a envie de lancer un projet, au contraire, parfois c'est juste pour être curieuse et s'ouvrir sur les autres. Donc c'est ça qui leur parle principalement des retours que j'ai. C'est aussi le côté, alors il y a quelque chose de l'ordre un peu de l'impalpable, mais elles me disent que c'est positif et non culpabilisant. Il y a c'est pas comment dire, on n'est pas dans la tout doux, on n'est pas dans des réponses toutes faites à des questions toutes faites aussi. En fait, c'est chacun qui du coup se fait son propre petit cheminement intérieur et voilà, c'est plutôt des clés et de l'ouverture qu'on apporte plutôt que vraiment des réponses concrètes. Donc tu as créé également donc un second projet, donc une collection de livres pour enfants qu'on peut retrouver donc sur ton site Les Confettis. Comment est née cette nouvelle envie ? Finalement, c'est la continuité de cette envie de mettre en avant des parcours de femmes pour donner envie du coup à nos lectrices de croire en elles en premier lieu, quoi. C'est une notion de confiance et pour oser aller vers où elles le souhaitent. Et puis
en fait, j'étais tiraillée d'avoir cette démarche-là avec ma revue et en même temps de lire le soir des histoires de fées, de princesses passives à ma fille. Je me disais, mais c'est pas possible qu'on en soit encore à ce genre d'histoire, en fait. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose par rapport à ça pour être aussi en cohérence, mais ça a pris un peu de temps à se lancer. Mais en tout cas, le constat, il est venu tout simplement de ma prise de conscience par rapport à ces livres. Alors, c'est vrai qu'on avait récupéré aussi pas mal de livres, donc je me disais, ça avait peut-être pas tellement été renouvelé. Et puis, je voyais quand même qu'il y avait des choses qui se faisaient sur le sujet parce que le féminisme et l'empowerment étaient de plus en plus présents, mais plutôt sur des livres à destination d'enfants plus âgés. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage de perdre ces premières années-là où on plante des petites graines et qu'elles sont quand même assez essentielles. Donc, je me suis dit qu'on pouvait adapter ce genre de discours aux livres dès nous, en fait, en tant que parents, dès les lectures du soir, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre l'idée et l'action? En fait, il y a eu beaucoup de temps entre l'idée et la sortie du premier livre parce que je l'ai pas mis en application tout de suite. En fait, j'étais convaincue du projet, je voulais le faire tout de suite. C'est encore une fois une discussion avec Pierre et pour moi, c'est un projet commun, même si c'est moi qui le porte et qui communique dessus, mais c'est notre idée. En fait, je crois que c'est venu de l'héroïne du premier livre. En fait, j'étais pas totalement convaincue. Enfin, en tout cas, il me fallait une impulsion plus forte. Et quand Agnès Varda s'est imposée, du coup, il y avait plus aucun frein pour se lancer. Donc, ça s'est fait comme ça, quoi. Je m'étais renseignée quand même j'ai contacté des maisons d'édition jeunesse et en fait, je trouvais que ça avait l'air quand même très compliqué, qu'il y avait vraiment des circuits et des rythmes de production très très longs parce que moi, je me suis un peu réveillée limite dans l'été. Je voulais qu'il soit en place à Noël et donc, pour sortir un livre et qu'il soit disponible en librairie à telle date, il faut s'y prendre plus d'1 an avant. Donc, je me suis dit, oula, c'est mort. Donc, en fait, je vais en fait tout simplement refaire les mêmes étapes par lesquelles je suis passée pour la création du magazine. Simplement, c'était des interlocuteurs, non plus presse, mais édition. C'est comme si j'avais dû dupliquer un peu tous les interlocuteurs et les métiers pour les livres. Mais c'était les mêmes étapes, c'était le même fonctionnement. J'ai fait ma maquette type. La difficulté, ça a été... Enfin, difficulté. Il a fallu que je trouve l'illustratrice pour ce premier livre parce qu'en fait, j'avais envie que chaque livre soit illustré par une illustratrice différente qui, selon moi, correspond à l'univers de la personnalité mise en avant. Et j'avais un coup de cœur pour Jennifer Bourron, du coup, qui est l'illustratrice du premier livre et qui, pour moi, a un univers coloré qui correspondait vraiment à l'univers jovial et poétique d'Agnès Varda. Donc, ça s'est fait comme ça. On s'est contactés, on s'est rencontrés et on a avancé. En parallèle, j'ai affiné le texte que j'avais pas forcément finalisé quand j'ai contacté Jennifer. Et on l'a fait en parallèle. Voilà. Après, comme du coup, moi, je suis une formation, graphiste, j'avais aussi une idée en tête un peu de ce que je voulais. Donc, parfois, je pouvais un peu recomposer les images avec elle. Voilà. Et on a allié le fond et la forme en même temps. Ça s'est fait comme ça. C'est toi qui écris les textes. Comment tu t'es formée? Est-ce que t'as utilisé des techniques particulières? Je me suis documentée plutôt sur la personnalité, à en faire comme un petit résumé. Je savais combien de pages je voulais, donc après j'ai cherché à découper mes idées par rapport à mes pages. Et en fait, je me suis entraînée à le lire à voix haute et à le lire à mes enfants pour faire les corrections entre nous. Mais en fait, j'ai pas tellement lu plus de livres que ce que je lisais le soir avec eux. Voilà, j'ai fait ça de façon assez intuitive, naturelle. Je voulais pas finalement, c'est des mots simples. Il n'y a pas spécialement, je pense, de forme ou j'ai pas un style d'écriture, mais je pensais que ça pouvait convenir et que voilà. En tout cas, je me suis autorisée à le faire. Voilà, parce que j'avais envie de le porter pleinement, ce projet. J'aurais pu en fait décider de prendre une plume pour toutes ces histoires, mais du coup, c'est s'enlever un petit peu de la réalisation du projet. Tu as trouvé un lectorat tout de suite? Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça a été peut-être plus facile comme lancement parce que j'avais déjà un lectorat et une communauté existante.
Alors, tout le monde n'est pas concerné par le sujet d'éducation et des enfants, parce que parmi mes lectrices, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, ou qui sont plus jeunes, ou qui n'en veulent pas. Donc, c'est une niche dans le lectorat, mais en vrai, ça a aussi permis de parler du projet, de le porter. Elles aussi sont devenues ambassadrices et en ont parlé. On a eu beaucoup, de relais médias sur ce projet auquel je m'attendais pas, donc ça a aussi fait boule de neige. Et j'ai à nouveau lancé la collection sur KissKissBankBank, cette fois en pré-vente. Ça me permettait aussi de tester le projet et d'ouvrir un peu en fait à notre unique cercle de lecteurs et à notre communauté. Je trouve qu'en s'appuyant sur une plateforme comme ça ouvre à d'autres personnes qu'on n'aurait pas touchées directement. Aujourd'hui, on a envie de savoir comment tu t'organises justement entre toutes tes activités. Comment tu fais pour prioriser et ne pas te disperser? C'est un peu le sujet, ouais. Surtout du moment, je trouve. Là, je t'avoue qu'en ce moment, avec en fait, le fait qu'on n'ait plus trop de sollicitations sociales, de cette journée qui se termine à 18h et tout, moi, là, je suffoque un petit peu parce que je trouve que le travail a pris trop de place. Mais chaque jour, en fait, je passe d'un sujet à l'autre et ça au quotidien, chaque jour, chaque semaine. Je me mets un peu entre guillemets des urgences du jour et après des choses de fond, quoi. Comme tout le monde, il y a des urgences et des choses qui doivent être faites dans la semaine. Je fais une to-do, alors c'est juste une petite note, hein, j'ai pas d'outils. Et après, par contre, maintenant, pour travailler en équipe, je m'appuie sur Trello. Et je trouve que maintenant, je suis très contente de cet outil parce que je trouve que c'est un peu de mettre les to-do rapportés à des jours, enfin voilà, avec la notion d'agenda. Et surtout, je trouve ça très utile pour travailler à distance parce que moi, j'ai des journées où on travaille en équipe, ensemble, physiquement, et des journées où on est tous chacun chez soi. Donc donc du coup, ça permet quand même de garder cette discussion et ce fil au quotidien, mais en même temps d'avoir un peu sa propre organisation chacune. Tout à l'heure, tu as mentionné Pierre, il est entrepreneur aussi? Ouais, alors lui, pour le coup, il est vraiment entrepreneur. Je pense ça dans le sang, c'est son métier. Il a monté plusieurs boîtes à côté, et c'est vrai que c'est lui qui me challenge au quotidien, c'est lui qui me permet de me projeter un peu plus loin. Moi, je me vois plus comme une créa qui lance des projets que comme une entrepreneuse en fait. Alors que lui, il a plus cette dimension entrepreneuriat, process, stratégie, vision. On va, je pense, de plus en plus travailler ensemble à l'avenir, quoi, en binôme. On travaille beaucoup, même les enfants le remarquent. Après, on coupe vraiment de 18h à, on va dire, 21h, tant qu'ils soient couchés. Après, il y a des soirs où on se remet au boulot un peu tous les deux, parfois pas. C'est vrai que moi, j'essaye qu'on n'en reparle pas avant de se coucher parce que j'aime pas trop avoir des idées boulot dans la tête avant de me coucher, même si parfois ça nous réveille. Mais oui, c'est un équilibre. Après, on est passionné, donc en fait, on peut pas couper. C'est-à-dire que le week-end, du coup, comme on a plus de temps, on pense à des choses qu'on va mettre en place ou on reparle d'un sujet. Ouais, ça fait partie de nous et de notre fonctionnement. En vacances, c'est encore pire parce qu'en vacances, on a toujours plein d'autres nouvelles idées, mais c'est parce que justement, on a un peu du temps de cerveau disponible et on est détaché un peu d'obligations au quotidien, mais je pense que c'est des tempéraments, donc faut juste les freiner par un moment. Et quand tu as des moments de rush, comment tu fais pour gérer? Je me dis qu'en vrai, c'est moi qui mets une grosse pression, qu'il n'y a pas forcément une attente aussi élevée que ce que moi j'imagine. Je me dis aussi, tant pis, parfois quand je me sens submergée, je me dis, c'est une chose après l'autre, quoi. Donc, quelle est la plus urgente ou quelle est celle qui bloque les personnes qui peuvent avoir à bosser sur le projet pour leur donner de la matière pour pouvoir avancer de leur côté. Ou parfois je vais arrêter plutôt que de me forcer à aller derrière un écran, aller me balader, faire une petite course, un truc qui me fait plaisir, m'acheter un petit truc ou un goûter et hop, je reviens avec les idées plus claires, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? C'est concevoir un projet de A à Z, c'est l'imaginer dans le fond comme dans la forme, c'est-à-dire ce qu'il va dire et en même temps ce qu'il dit de lui-même en tant qu'objet imprimé. C'est ça qui me plaît.
Pour toi, quels sont tes secrets de réussite pour mener à bien tous ces projets? Alors moi, je pense que c'est de tenir, parce que je pense que tout le monde peut lancer un projet, tout le monde peut se mettre à fond sur quelque chose pendant un certain temps, mais je pense que la clé, c'est de tenir et de rester fidèle à son projet initial ou ce qu'on est nous. Et je pense que c'est ça qui fait que finalement la revue existe toujours. Et du coup, peut-être les livres aussi, dans le sens où je prends le temps de construire la collection. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir déjà sorti plus de livres, mais bon, finalement, c'est pas grave. Je pense qu'il faut parfois prendre le temps, plutôt que de tout rusher ou tout faire à fond. Et aussi, parfois, le côté un peu qui peut enfin, done is better than perfect. Parfois, il vaut mieux sortir le truc plutôt qu'attendre en 1000 ans qui nous semble complètement parfait et qui, du coup, il n'existe jamais et que ça continue d'évoluer. D'accord. Et quels sont tes projets avant de passer aux dernières petites questions que je pose toujours à la fin? Eh ben, c'est d'enrichir la collection de livres. On est déjà en train de préparer la suite. Et d'ailleurs, j'espère que tu pourras partager notre petit questionnaire qui invite à choisir les futures héroïnes. Ça serait bien de co-construire la collection ensemble. Et on travaille à un nouveau site qui sera plus, qui appuiera notre nouvelle, je pense, un peu identité, qui sera, un peu nouvelle génération, parce que jusque-là, ça a été une sorte de blog webzine qui a évolué et là, qui a atteint un peu ses limites. Donc ça me tient à cœur. D'accord, c'est pas mal. On va finir par des petites questions sur tout ce que tu as appris si tu ne pouvais retenir qu'une chose. La vie est un marathon, il faut tenir. Un échec et une leçon que tu en as retirée. J'en ai eu des échecs, mais je pense que mon caractère fait que je ne les retiens pas et j'ai tendance à occulter facilement, comme si je voulais pas m'encombrer. Tes routines pour être bien physiquement et mentalement. Alors, je suis pas une sportive dans l'âme, mais j'essaie de m'améliorer. Pour moi, c'est le rangement. Ça m'apaise. Le rangement et le ménage. J'ai besoin que mon environnement soit clean, bien apaisant pour que je puisse moi-même être bien et bien dans le travail. Ta plus grande peur. De ne pas progresser ou de ne pas évoluer. Tes citations préférées. Un aspect essentiel de la créativité, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Ouais. Et ma dernière question, qui est la question rituelle. Alors, on n'en a pas forcément parlé pendant le podcast sous cet angle, mais je trouve quand même que tu es quelqu'un qui ose, qui met en place des projets. Et moi, mon podcast, il est vraiment sur le risque et sur la sortie de zone de confort. Donc, je trouve que tu l'illustres à merveille puisque tu lances toujours des nouveaux projets. Donc, toi, la question que j'ai envie de te poser, c'est ma question rituelle du podcast. Ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement. Je dirais que c'est de ne pas remettre ses rêves à plus tard, parce qu'à attendre avant de se lancer, finalement, on ne se lance jamais. Et je redirai ce que j'ai dit précédemment, que done is better than perfect. Merci beaucoup, Perrine. Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.